Bonjour, comme promis la semaine dernière, me revoilà avec la présentation d'un livre que j'ai eu également dans un vide-grenier, donc le Peak Geek Day, et que j'ai eu à tout petit prix, ce qui fait que je me le suis acheté. Voilà, 15 € pour des bouquins pareils, moi je dis oui, puisque en plus, comme c'est en version française, il y a peut-être le prix justement là. Bah, vous voyez, la dernière fois je vous disais pour le Rogue One que c'était dans les 40 €, bah c'est ça, c'est 39,95 €. Donc ce livre de 39,95 €, je l'ai obtenu dans un vide-grenier geek à 15 €. Donc voilà, super. Il s'agit donc du Art of de Star Wars, le réveil de la Force, film numéro 7 que je n'aime absolument pas. Mais j'étais curieux de voir quand même ce qui avait mené à une telle catastrophe. Et je me suis dit que dans les travaux de recherche, il y aurait peut-être des idées que je trouverais beaucoup plus sympathiques, ou même justement des pistes prouvant qu'ils ne savaient pas où ils allaient avec ce film. Et le fait est que je n'ai pas été déçu. Donc le texte de ce livre est d'un certain Phil Szostak. Alors je pense que je le prononce très très mal. Et il y a une préface, un avant-propos de Rick Carter. Donc, comme je le disais, ce livre est vendu normalement à 39,95 € et vous voyez que de toute façon déjà en illustration, on a droit là quand même à un haut niveau artistique et j'ai hâte de vous présenter ce livre et on va faire ça maintenant tout de suite là. Alors, ça commence bien déjà. Présenter des restes de Star Destroyer qui se font complètement dans les airs, je trouve ça assez sympathique, mais le livre va clairement prouver qu'ils n'avaient pas commencé avec une planète désertique. Là, on a la soute de l'espèce de Star Destroyer du First Order, qui prouve que les TIE Fighters n'étaient pas noirs comme dans le film, mais là carrément blanc comme avant, avec une navette qui est un peu différente de celle qu'on connaît, mais par contre toujours des barges de débarquement qui ressemblent à rien. Pour moi ça c'est des caisses à savon, hein. Donc là on a aussi la présentation d'un Faucon Millennium qui avait une antenne parabolique comme avant, alors que dans le film on le sait maintenant, il s'est retrouvé avec un truc tout rectangulaire pour rappeler que ce radar avait été perdu sur la deuxième étoile noire. Idem ici, on a là aussi d'ailleurs des TIE Fighters un peu différents qui pourraient rappeler des TIE Interceptors, mais avec des ailes un petit peu plus pointues on va dire. Donc il y a même des études assez intéressantes sur le casque et même la présentation du costume de Kylo Ren. Je trouve d'ailleurs ça assez intéressant. Ça c'est une étude pour dire bon bah à quoi pouvaient ressembler les premières armes Jedi, les premières armes sabre laser. Bah pas de truc technologique, mais un truc quand même assez basique avec des cristaux, des machins. Et l'idée est intéressante, mais heureusement qu'ils l'ont pas développé plus avant. Ça aurait été un peu naze. Donc là, on a encore une fois des études en dessin assez étrange là, avec des mondes qu'on ne trouve pas dans le 7e film de Star Wars. Par contre ça c'est un design qui très clairement apparaît dans la série Rebels. C'est un des inquisiteurs que l'on voit dans Rebels. C'est la même tête, c'est la même coiffe, et là on le voyait ici dans ces études du 7e film, donc le réveil de la Force. Là des AT-AT que j'aurais trouvé assez sympathiques, mine de rien. Et là une Twi'lek rouge qu'on voit souvent dans l'univers étendu de Star Wars, mais Dark Talon apparemment. Et il y a une créature maléfique qui la manipule. Là donc présentation des ruines de ce qu'aurait dû être la première planète qu'on découvrait où était Rey. Et apparemment Rey s'appelait Kira au départ. Donc que ce soit Rey ou Kira, très clairement les noms sont inspirés
du Japon et notamment très certainement de certains personnages de l'animation japonaise. Et là vous voyez qu'au départ c'était un désert glacé, donc de l'eau glacée, de la neige façon off. Et il y avait même carrément peut-être de l'eau, peut-être une planète industrielle ou quoi. Et beaucoup de personnages qui utilisaient du coup des restes de costumes impériaux, on va dire. Là, il y avait carrément peut-être l'idée que ça pouvait être carrément sous l'eau. L'étoile noire sous l'eau. Bon. Où aurait fini l'étoile noire? Certainement sur une des lunes d'Endor, mais bon, ça semble un peu étonnant. Donc là, encore une fois, présentation de quelques extraterrestres, quelques aliens qu'on connaît déjà et d'autres qu'on connaît moins. Encore une fois, une planète faite d'eau. Là, quelque chose qui pourrait rappeler la prélogie. Là, un vaisseau un peu différent, qui d'ailleurs, du coup, ressemble énormément au vaisseau de Spock dans Star Trek de 2008. Et c'est assez étonnant qu'il se retrouve là, ce vaisseau-là. Et là, donc, des costumes qui auraient dû être, j'imagine, très certainement un méchant à la Dark Vador. Donc les troopers, évolution des costumes des troopers. Donc là encore une fois, je trouve qu'il y a des idées assez sympathiques là, comme cette espèce de droïde de Sam, qui va se faire appeler Finn au final, qui est composé de 2 têtes de droïde façon R2D2. Pourquoi pas? Et là, c'est ce qui m'a conduit aussi à prendre ce bouquin. Il y a des idées de Star Destroyer, etc., qui me rappellent quand même fortement ce que moi j'ai fait en maquette en kit bash. Ça en est loin, mais je veux dire, il y a quand même cet aspect ouvert qui peut avaler les vaisseaux, etc. C'est assez amusant. Et je trouve ça assez cool qu'ils aient pensé à faire ce genre de choses. Alors, un Kylo Ren comme ça aurait été mais fantastique. Et là, un X-Wing avec l'héroïne qui aurait certainement ouvert je ne sais quoi avec un sabre laser, ça aurait fait très badass, mais je trouve ça un peu bizarre. Là encore, une fois, cette idée du siège de l'empereur sous l'eau. Des restes de vaisseaux, de X-Wing, de Y-Wing, de tout ce qu'on veut pour faire un vaisseau original. Pourquoi pas, ça aurait pu être marrant. Là, plein d'épaves, plein d'images d'épaves, moi c'est tout ce que je demandais. Et au final, dans le film, j'ai été assez déçu parce que on en voit très peu, quoi. On en voit très peu, mais là encore une fois, voilà, un Star Destroyer qui est quand même très proche. Très proche de ce que j'ai fait moi. C'est vraiment très proche. Mais heureusement, logiquement, tout cela, ça a peut-être été fait après ma maquette, hein, on ne sait jamais. J'ai vu quelques images qui prouvent que des maquettes photographiées et proposées sur le net ont été utilisées pour ce matériel de pré-production, donc on ne sait jamais. Ça, c'est quelque chose qu'on voit a priori aussi dans le film. Et là, un Kylo Ren quand même très cybernétisé quand même, hein. À moins qu'au départ, il s'agissait d'une version étrange et revenue d'entre les morts de Dark Vador. Le tueur de Jedi, contemplatif. Qu'est-ce que fondu de Vador était un MacGuffin. Bon, voilà. Quoi qu'il en soit, donc là, des études encore de Star Destroyer, encore une fois là très proche de ce que j'ai fait moi, mais avec d'autres couleurs, d'autres formes, des trucs comme s'il y avait 2 Star Destroyer l'un dans l'autre. Ça peut fonctionner aussi, mais là moi ce que je trouve assez sympathique, c'est pas là pour l'instant,
Mais voilà, c'est ça. Ça, voilà, ça. Plutôt qu'un TIE Fighter comme ça, là, moi j'aurais préféré un TIE Fighter classique, mais avec une fonction d'atterrissage qui ressemble à ça. Ça, je trouve que là, ça donne une gueule de fou. Mais c'est vraiment, là, cette illustration-là, ce TIE Fighter, je le trouve absolument magnifique. Vraiment superbe. Voilà, donc, ça aurait pu être un film merveilleux, avec autre chose que des caisses à savon. Mais au final, on sait ce que ça a donné. Mais là, vous voyez qu'il y a eu quand même différentes phases de pré-production. Même pour BB-8. Hein. BB-8, apparemment, il était décidé au départ que ce soit un truc rond. Donc c'est assez sympathique à observer. Même si visiblement les personnes qui ont fait les illustrations ne savaient pas comment et à quoi ressemblaient certains TIE Fighter. Là, la façon dont les cabines sont faites, je trouve ça assez étonnant. Mais là on retrouve des designs qui pourraient rappeler ce qu'on voit dans Rebels justement. Ici on a un X-Wing avec deux places et même des ailes qui seront donc celles des X-Wing de la Résistance, mais je trouve que ce design est assez sympathique. Encore une fois, l'évolution des troopers et même des droïdes sondes. Là, de différents personnages. Là, la navette de Kylo Ren. La caisse à savon. Ici, au départ, la cache de Rey, elle était dans une espèce de vaisseau qui apparemment reprend des éléments de X-Wing et se cachait à l'intérieur des restes d'un AT-AT. Je trouvais ça très intéressant. Finalement, ils ne l'ont pas utilisé du tout dans le film. Là, encore une fois, une étude assez intéressante de Star Destroyer. Les TIE Fighters qu'on trouve finalement dans le film. Là, d'autres versions de vaisseaux façon X-Wing, mais avec, je ne sais pas pourquoi, une antenne à la Faucon Millennium ici. Les casques, les tenues. Voilà, tout ça, c'est très intéressant de voir un petit peu l'évolution de tous ces trucs. Et même de retrouver des choses qui finissent dans le film. Ça, c'est un droïde qu'on voit dans le film devant le château de je sais plus qui là. Mais voilà, vous voyez, tout ça, c'est quand même très intéressant de retrouver donc ces études préliminaires pour la production d'un film comme Star Wars. Là, par exemple, là, ça c'est très intéressant, ça. C'est d'ailleurs, en plus, ça, ils sont pas fatigués, entre guillemets. Ça, c'est un jouet de Hasbro du AT-AT qu'ils ont mis dans le sable. Voilà, donc ça, par exemple, ça aussi, c'est très intéressant comme design. Au final, pas utilisé, mais pourquoi pas. Donc, vous voyez que c'est pas les illustrations qui manquent là-dedans, avec encore une fois beaucoup de choses que non seulement on ne voit pas, mais qui parfois ont peut-être été faites, mais qui n'apparaissent pas dans le film. Mais toujours bon à prendre. Ça, par exemple, ça c'est un truc qu'on a eu en jouet assez rapidement et qu'on voit à peine dans le film, voire pas du tout. Là, c'était la fameuse scène d'intro d'une des premières bandes annonces. Et toujours les Star Destroyer pour finir sur ça. Sincèrement, au final, ça ressemble à rien. Il y a les premiers designs qui étaient quand même nettement plus intéressants. Ça peut rappeler le Y-Wing, mais bon, c'est toujours plus beau que les caisses à savon avec lesquelles on a terminé dans le film. Mais voilà, ça c'est quand même assez cool de découvrir tout ça. Voilà, mais la raison pour laquelle moi par contre
je suis bien content d'avoir trouvé le précédent bouquin de Rogue One en anglais, c'est que la lecture de ce truc là en français, je pense que ça va être assez compliqué, parce que je vous ai montré tout un tas d'illustrations avec l'ouverture de ce bouquin, et notamment d'un vaisseau qui pourrait rappeler un vaisseau qu'on voit dans Rebels. Il faut que je vous retrouve ça, mais voilà, c'est ça. Voilà, donc ça c'est pas de Rebels, mais un vaisseau qui me rappelle celui de Spock dans Star Trek. Et le problème, c'est que la version française prouve que la personne qui a travaillé sur la version française ne connaît rien à l'univers Star Wars, ou plus exactement ne sait pas que certains vaisseaux ne changent pas de nom. Et là vous voyez que ce vaisseau ovale, je me suis dit qu'il voulait des formes iconiques pour les vaisseaux. Esclave 1 est un des préférés du public, et il se trouve qu'en fait en anglais, effectivement, le vaisseau de Boba Fett, c'est le Slave One. Je n'ai pas connaissance qu'il fut appelé en français Esclave 1, et du coup je suis quand même très étonné de constater cette erreur de traduction. Voilà, ça me rappelle beaucoup de trucs que j'ai lus en français sur la guerre des étoiles et qui m'ont beaucoup énervé, notamment la version novélisée du Retour de Jedi, où carrément Boba Fett avait été écrit, c'était une coquille, hein, mais au lieu d'écrire Boba Fett, ils avaient écrit Boba Pett. Voilà, bon, ça c'est le genre de choses qui m'énerve, parce que ça prouve que les personnes qui ont travaillé là-dessus l'ont fait avec assez peu de sérieux, assez peu de relecture, et là, bon, franchement, voilà, le Slave One se fait rappeler Esclave 1, c'est encore pire que de savoir qu'à un moment, le Faucon Millennium s'était appelé le Millennium Condor. Ça fatigue, voilà. Mais quoi qu'il en soit, donc à 15 € au lieu de 40, moi je dis oui. C'est intéressant, il y a plein de vaisseaux, notamment du First Order, que je trouve assez intéressant, éventuellement à reproduire un jour. Donc voilà, je suis bien content de vous avoir présenté ce bouquin. J'espère en tous les cas que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement, nombreux. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps. Merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité. Et je vous retrouve, comme promis, la semaine prochaine avec la présentation d'un nouveau livre.